Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce samedi 29 juillet 2023, dont voici le sommaire. Le récent recensement effectué au sein du ministère de l'Éducation pour démasquer les enseignants fictifs a été émaillé des irrégularités. Certains enseignants qui sont en fonction se sont retrouvés sur la liste des fictifs. Vous aurez les détails dans cette édition. Au sommaire également, un infirmier de l'hôpital général de Cibitoke est accusé par ses collègues de tremper dans des actes de vol de médicaments. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalisera sur l'état de lieu du virus de l'hépatite au Burundi et l'importance de se protéger contre cette maladie. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page Droits de l'homme. Il est incompréhensible que le choix se soit porté sur Clément Nkurunziza pour expier les crimes commis par d'autres. Réaction d'Elwa Gasutwa, un des membres du comité de l'association estudiantine de l'Université du Burundi, assuré en sigle entre avril 1994 et mars 1995. Ce dernier se dit étonné également du silence du président Evariste Ndayishimiye, qui laisse croupir injustement en prison Clément Nkurunziza, alors qu'il connaît très bien les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les massacres dont est accusé Clément Nkurunziza. Et Elwa Gasutwa d'interpeller le gouvernement actuel pour qu'il relâche. Suivez son témoignage. Icyo nzi nuko hapfuye abanyeshuri. Ikibabaje nuko atamatohoza yigeze aba kugira ukuri kujahabona. Tout ce que je sais, c'est que beaucoup d'étudiants sont morts. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a jamais eu d'enquête pour que la vérité sur cette tragédie soit établie. Même ceux qui désignent des soi-disant coupables ne le font que pour ternir l'image des gens, car ils sont incapables de dire que tel a été assassiné par tel. Ils ne font que généraliser en disant que les Tutsis ont tué des Hutus. C'est d'ailleurs ce langage qui fait que les Burundais peinent à se réconcilier, car dire que les Hutus ont tué des Tutsis et vice-versa ne veut rien dire, car ces individus qui commettent des crimes ont des noms. Parmi les condisciples que je peux citer pour illustrer mes dires, il y a l'actuel président de la République, M. Evariste Ndayishimiye. Allez lui poser la question. Je suis sûr et certain qu'il vous dira que ce jour-là, les Tutsis ont massacré les Hutus. Mais il sera incapable de vous donner ne fût-ce qu'un nom d'un Tutsi qui a tué tel Hutu. Muramubaza mwumve yuko yohava avuga ngo n'umututsi naka yishe umuhutu. Ntavyo azoshobora. Kuvyerekeye Clément Nkurunziza nawe ni hamwe bavuga bati ubugutuka ntagutorera kuko Clément Nkurunziza ni umuntu. Concernant Clément Nkurunziza, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous savez, comme le dit si bien l'adage français, qui veut noyer son chien l'accuse d'orage. Clément Nkurunziza est quelqu'un de pacifiste et de très drôle. Il aime que tout son entourage soit joyeux. Je fais partie de ceux qui ont eu la chance de le connaître et de le côtoyer. En fait, notre comité a duré juste une année et a été remplacé quelque temps avant les massacres de juin 1995. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on tenait régulièrement des réunions de sécurité sous l'égide de Clément Nkurunziza, lequel collaborait étroitement avec le rectorat de l'époque. Aho rero twaba duhagarikiwe na Clément Nkurunziza kuko niwe yatwara iyo komite kandi yarabikora bigashimwa afashikanije n'abari barongoye kaminuza muri ico gihe. Rero ico novuga nuko Clément Nkurunziza yabaye intwari kuko cari gihe kibi cane cuko abantu bose binubana. Bref, je peux vous certifier que Clément Nkurunziza a été très héroïque dans cette période sombre, car malgré que au sein des campus les gens étaient à couteau tiré, il a pu contenir cette haine, alors que dans les quartiers alentours, ils avaient déjà commencé à s'entretuer. Pour éviter les fusions de sang, il nous encourageait à sillonner le campus et à expliquer aux étudiants qu'il ne sert à rien de s'entretuer pour des foutaises. Donc, moi, je pense que au lieu d'emprisonner Clément Nkurunziza, les autorités du moment devraient
devrait plutôt l'approcher afin qu'il leur apprenne comment il s'en est pris pour concilier les étudiants au moment où, à l'extérieur des campus, c'était le chaos total. Donc, je les appelle à le relâcher et à le prendre comme modèle. Il pourrait leur apprendre beaucoup, mais sa place n'est pas du tout en prison. Abarundi ntibaryane mu 1994 igihe wari urongoye inzego z'abanyeshuri za kaminuza y'u Burundi. Nico akwiye guterera, nico akwiye gufasha aho kuba ari mu munyororo. Parlons politique à présent. Le pouvoir CNDD-FDD vise l'achèvement des accords d'Arusha via son projet d'évaluation de la question des quotas ethniques dans les institutions. Dans sa déclaration sortie ce jeudi, la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, CFOR Arusha, trouve que le pouvoir CNDD-FDD n'a jamais donné sa valeur telle que prévue par les accords d'Arusha à la question des quotas ethniques depuis son accession au pouvoir. Il serait donc absurde d'évaluer une chose qui n'a jamais été, estime cette coalition. Je vous propose d'écouter Frédéric Amvrignumvira, président de la coalition CFOR Arusha. La première étape de s'aborder cette orientation politique, c'est l'intervention du président Nkurunziza au mois de juillet 2005 à travers le bimensuel Kirimba numéro 1, juillet 2005, page 67, où il dit nous n'avons jamais voulu entrer dans la logique du jeu institutionnel qui attribue 50% de postes aux Hutus et 50% de places aux Tutsis au sein de l'armée et du Sénat. Cette répartition ne nous concerne pas. Fin de citation. Et à la même page, à la deuxième colonne, il ajoute, plus tard, cette constitution devra être amendée sur cette question des quotas précisément. Donc, il annonçait déjà une nouvelle constitution qui allait se défaire de ces quotas, parce que ces quotas les empêchaient de diriger le Burundi comme ils l'entendaient. Ça, c'était la première étape. Cette annonce était constituée la première étape. Et la deuxième étape, c'est justement le forcing effréné du CNDD-FDD d'organiser un référendum pour abroger la constitution de mars 2005. Et souvenez-vous que l'Assemblée nationale, qui avait été consultée pour décider s'il fallait abroger l'accord ou amender l'accord, eh bien, le peuple burundais, les représentants du peuple burundais se sont prononcés contre l'abrogation ou l'amendement de cette constitution, parce que ça émanait du consensus des Burundais. Voilà, donc, cependant, le président Nkurunziza a tenu absolument à avoir gain de cause en recourant au référendum. Et la quatrième étape, justement, c'est cette manipulation de la société, où on voit que ces histoires de quotas ont été manipulées pour juste essayer de dire que tout le monde est là, mais qu'en réalité, ça se fait au profit du CNDD-FDD et au profit des Hutus du CNDD-FDD et au détriment des autres. Frédéric Amvrignumvira appelle les Burundais à la coalition pour la restauration de ces accords qui permettraient au Burundi de reprendre les rails. Encore une fois, Frédéric Amvrignumvira, président de la coalition CFOR Arusha. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, évaluer ces quotas ethniques, ce n'est pas la grande préoccupation. La grande préoccupation devrait être, ils ont mis leur propre pouvoir en place, en remplacement du pouvoir d'Arusha, de la volonté politique d'Arusha. Maintenant, ils ne doivent pas évaluer les quotas de la volonté d'Arusha, alors que justement, on n'est plus dans la volonté d'Arusha. On est dans leur propre volonté. Maintenant, s'ils veulent les garder, ils peuvent les garder. S'ils veulent les changer, ils peuvent changer. Mais ce qui devait intéresser le peuple burundais, c'est aujourd'hui comment revenir à l'esprit et à la lettre de l'accord d'Arusha pour que justement on puisse avoir notre nouvel ordre politique, économique, social, juridique et culturel et ainsi de suite. C'était Frédéric Amvrignumvira, président de la coalition CFOR Arusha. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. Je vous le disais en titre, le récent recensement effectué au sein du ministère de l'Éducation pour démasquer les enseignants fictifs inquiète plus d'un enseignant. Les services habilités auraient mal interprété les rapports des directeurs ayant effectué ce recensement. Ainsi, une partie des enseignants se seraient retrouvés sur la liste des enseignants fictifs alors qu'ils sont bien en fonction. Le point avec Eric Nyonzima.
Ce recensement réalisé dans tout le pays a montré qu'un peu plus de 3500 enseignants n'ont pas d'emploi défini. Ils ont été appelés dans les conclusions de ce travail personnel à emploi type non défini. Certains parmi eux sont ceux qui ont bénéficié des promotions, que ce soit dans le secteur de l'éducation, que ce soit d'autres secteurs, et qui ont par la suite réintégré l'enseignement. C'est aussi ceux qui ont bénéficié des mises en disponibilité et qui ont regagné l'enseignement. C'est en plus des enseignants qui n'ont pas bénéficié ni de promotion aucune, ni de mise en disponibilité. Ces enseignants concernés disent qu'ils ont été très frappés par une confusion totale et précise, qu'ils ignorent la suite. Vont-ils être chassés du travail? Leurs salaires seront bloqués? Pas de réponse. Ils ajoutent cependant qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils ont été étiquetés comme personnel à emploi type non défini alors qu'ils sont régulièrement au service. Ils reprochent donc à ceux qui ont fait ce recensement et ceux qui en ont fait leur dépouillement d'avoir mal fait ce travail. Ils leur conseillent alors de toujours être prudents dans ce genre de travail et de prendre soin de bien vérifier leur travail avant d'en publier les résultats. De son côté, le coordinateur de ce recensement, Janvier Kendakumana, a révélé à nos confrères de la radio de la Gakura que des irrégularités observées seront corrigées. Ce recensement a été réalisé à la fin du mois de mai dernier et ce sont les directeurs des écoles, les directeurs provinciaux et communaux de l'éducation qui ont effectué cette activité. Chacun recensa le personnel sous ses ordres. Les enseignants de l'école fondamentale Saint-François d'Ossard de la zone Nyakabiga en commune Mukaza demandent que leur salaire leur soit octroyé sans qu'ils soient torturés. Ces enseignants trouvent injuste la façon dont ils ont été traités, à savoir l'emprisonnement alors qu'ils ne faisaient que réclamer leur dû. Le détail avec Vicente Mungere. Ils sont au nombre de 9, les enseignants de l'école fondamentale Saint-François d'Ossard qui réclament des salaires. Selon ces enseignants, c'est Dirukwishaka Yvonne, la représentante de cette école, qui les doit ces salaires. Les deux réclament 3 mois de salaire et 9 mois pour les autres. Comme le témoignent les de ces enseignants, ils s'attendaient à recevoir les salaires le 5 de ces mois. Alors qu'ils se rendaient au bureau réclamés, ils ont été accueillis par la police. Nous sommes 9 enseignants titulaires victimes de l'injustice. Parmi nous, il y a un préfet des études, mais qui n'a pas eu la convocation. La représentante de cette école nous a dit qu'elle ne va pas nous donner de l'argent et que nous pouvons porter plainte partout où nous voulons. Nous avons attendu nos salaires jusqu'au 5 juillet, mais elle ne nous a rien donné. Ainsi, le 7 juillet, nous sommes venus à l'école pour réclamer nos salaires et voir si nous pouvons faire la proclamation. Malheureusement, c'est la police qui nous a accueillis et nous a expulsés. En plus, la représentante de l'école fondamentale Saint-François d'Ossard a ordonné que cette police arrête les donnants en accusant que c'est celui qui nous a poussé à réclamer nos salaires. Par la suite, la représentante de la petite école a envoyé le commissaire de la police de Nyakabiga pour obliger les enseignants de lui remettre les bulletins. Les enseignants n'ont pas refusé du fait qu'ils croyaient que c'est dans le but de les réconcilier avec la représentante de l'école, c'est François d'Ossard, ce qui n'a pas été le cas, car par la suite, le commissaire a remis les bulletins à la représentante. Ce jour-là, nous sommes retournés à la maison en croyant qu'on allait nous donner nos salaires, car le PG et le commissaire nous avaient promis qu'ils n'oseront pas donner les bulletins à personne sans que nous soyons payés. Mais à notre grande surprise, quand nous sommes retournés à l'école pour réclamer notre argent, la représentante avait déjà à sa possession les bulletins. Nous n'avons rien à dire. Ainsi, jusqu'à présent, elle nous doit 5 479 324. Habituellement, ces enseignants font savoir qu'ils sont dans la pauvreté et qu'ils risquent de mourir de faim alors qu'ils avaient travaillé. Ainsi, ils demandent aux autorités habilitées de les réclamer des salaires. Nos sources parmi ces enseignants font savoir qu'hier, le ministre de l'Éducation avait envoyé une commission à l'école Saint-François d'Ossard pour s'informer par rapport à ce problème, mais jusqu'aujourd'hui, les enseignants de cette école n'ont pas encore eu les salaires. À ce propos, on n'a pas encore pu joindre la représentante de l'école. Je vous le disais en titre, un infirmier de l'hôpital général de Chibitoke est accusé par ses collègues de tremper dans les actes de vol de médicaments. Ils interviennent après qu'un garde malade ait été arrêté au portail de la clôture du dit hôpital quand il essayait de sortir des médicaments avant de révéler le nom de l'infirmier qui lui a donné ces médicaments. Le point avec Daniel Claire, il la trouve.
Cet infirmier, accusé par ses collègues de vol de médicaments, est connu sous le prénom de Berkimas. D'après les informations que nous détenons dans des infirmiers de l'hôpital général de Cibitoke, cet infirmier a été arrêté en flagrant délit quand il essayait de faire passer au portail les médicaments volés via un garde-malade. Lundi le 24 juillet a eu un scandale car cet infirmier a volé des médicaments destinés aux patients. Il s'est fait aider par un garde-malade qui a mis ces médicaments dans un seau pour les faire passer la barrière. Arrivé sur la barrière, on lui a contrôlé et on a découvert ces médicaments. Ce garde-malade a avoué que c'est l'infirmier du nom de Berkimas qui les lui a donnés. Notre source à l'hôpital de Cibitoke déplore que ce n'est pas d'ailleurs la première fois que cet infirmier est cité dans les actes de vol de médicaments. C'est vraiment dommage que le gouvernement envoie des médicaments destinés à la population mais disparaissent dans ces coups. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième que cet infirmier est cité dans les actes de vol de médicaments. Cette fois-ci, il a été pris en flagrant délit. Les infirmiers de l'hôpital Cibitoke demandent à la direction que cet infirmier soit traduit devant la justice pour qu'il soit puni conformément à la loi. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre la direction de l'hôpital Cibitoke pour qu'elle s'exprime là-dessus. Merci à toi aussi, Daniker. Il trouve la mairie de Bujumbura a débuté au cours de cette semaine une campagne pour révéler les contrats avec les commerçants ayant des stands dans des marchés publics et les taxes de loyer de ces stands seront collectées par l'Office burundais des recettes OBR. Au marché de Ruvumera, situé en zone Buyenzi, commune Mukaza, là où cette campagne a été lancée, les prix de certains stands ont été multipliés par 5. Au sein de Parsem, l'on dit que cette mesure a été prise sans considérer l'environnement des affaires au niveau local. Faustin Dikoumana, président de Parsem, estime que le prix de loyer de ces stands des marchés publics devrait être augmenté petit à petit. On peut dire notre opinion sur l'augmentation du loyer des stands dans les marchés publics, les marchés et les places de marché des communes. J'imagine qu'il faut voir, parce que ces infrastructures sont des infrastructures publiques qui sont censées aider le public en général, que ce soit les acheteurs, que ce soit les vendeurs, pour que le commerce soit florissant et soit à l'intérêt général de tout le monde. Et aussi, si on analyse la conjoncture actuelle, nous sommes dans une crise économique sans précédent dans notre pays. Or, pour atténuer une crise économique, surtout au niveau des revenus, déjà, il faut soutenir le secteur privé au plus haut niveau, mais aussi à l'échelle locale. Parce que actuellement, mais le vocable a changé. On commence à dire environnement des affaires au niveau local. Il y a un environnement des affaires au niveau de la commune. Pour permettre à ces petites et moyennes entreprises, ces petits commerçants, ces gens d'investir, de faire des activités lucratives, les permettant de subvenir à leurs besoins. Parce que le taux de salarisation est faible au Burundi. J'imagine qu'il faut voir, parce que si le prix est multiplié par 6 d'un coup, ça peut causer un coût au niveau des activités de certains commerces. Il fallait voir, c'est une analyse profonde, voir le chiffre d'affaires est à quel niveau, comment c'est organisé. Mais même s'il advenait qu'on constate que le prix qu'il paye était moins élevé, j'imagine qu'on devait opérer cette hausse progressivement. Progressivement par pari, progressivement pour ne pas casser d'un coup les prévisions de ces commerçants. Faustin Dikoumana fait aussi savoir que le commerçant sera la première victime parce qu'il travaillera sans gain et l'acheteur ne sera pas non plus épargné. Pareil, il y a des conséquences aussi au niveau du coût de revient. Déjà, la production alimentaire n'est pas suffisante. Les produits alimentaires provoquent une inflation, même actuellement très significative. Au sein de l'inflation globale, outre cette rareté qui provoque l'augmentation des prix, il y a le transport. Le transport devient extrêmement cher suite à manque de carburant. Il y a les taxes aussi qui sont appliquées ici et là. Cours de route, il y a la corruption, des fois des policiers, il y a
Ce loyer qui devient exorbitant, ça augmente le coût de revient global. Et si le commerçant y a son bénéfice, bien sûr, ça veut dire que le prix de vente va augmenter, ce qui sera supporté par le consommateur final. Cela veut dire qu'on peut prendre des mesures, soit qu'on est en train de vouloir renflouer les caisses de l'État, les caisses des communes, mais il faut regarder l'autre face. Il y a pire mais aussi face parce que cela peut provoquer un tort à l'économie parce que si ces prix continuent à augmenter, tel que nous le voyons actuellement, il n'y a pas de gain dans l'ensemble. Il faut alors voir, analyser. Et la mesure a été active. Il faut voir faire une augmentation progressive pour permettre, mais sans de faire les activités et avec un bénéfice qui les permet quand même d'investir d'entretenir les familles de façon décente. Persistance de la pénurie des carburants dans différents coins du pays. Les grognes sont multiples au sein de la population qui cherche ce produit. En mairie de Bujumbura, de même qu'à l'intérieur du pays, où nous avons pu s'entretenir avec la population comme à Rutana, Ngozi et ailleurs, la population indique que malgré la décision du gouvernement de revoir à la hausse le prix du carburant et le prix du ticket de transport, cela n'a rien apporté comme solution à la pénurie du carburant. Seul le carburant frauduleux est parfois disponible. Suivez certains habitants qui se sont confiés à la RPA. Depuis la hausse du carburant, le gouvernement a pris cette décision, mais pour nous, nous ne voyons pas aucun avantage, car on ne trouve pas ce carburant dans les différentes stations. Il n'y a pas de carburant, donc on ne voit aucun avantage, malgré qu'on a pris la décision de la hausse du carburant. Dans tout le pays, il n'y a aucun changement. Après la hausse des prix du carburant, la situation reste inchangée. Il y a toujours la carence du carburant. Beaucoup de véhicules sont en stationnement par manque de carburant. Imaginez, si au hasard on trouve une bouteille qui de 1 demi-litre, on l'achète à 20 000 et plus. Pour le moment, il n'y a pas de carburant dans toute la ville de Ngozi. On va toujours le carburant en litre, en demi-litre, coûte pour le moment 15 000 francs. C'est un ami qui peut te donner même ce carburant en cachette parce que la loi interdit de vendre le carburant d'une manière frauduleuse. Et avec la hausse des prix du carburant, ça n'a rien changé. Parce qu'avant la décision du ministre interdisant la vente du carburant dans les domiciles, les litres d'essence coûtaient 8 000 francs. Et là, le ticket avait quitté 12 000, donc il n'y a de plus pour 15 000. Mais avec la hausse du prix du gouvernement de 34 cents par litre, le ticket qui était bon a monté de 12 000 à 20 000. Donc pour nous, plutôt qu'il vaut mieux que le gouvernement aurait dû laisser la vente de l'essence des produits pétroliers afin que le ticket monte au moins de 12 à 15 000 au lieu de quitter 12 000 à 20 000, donc il est très bon dans les 4 restes. Donc j'espère que le gouvernement n'a rien aidé la population dans Parlons environnement à présent. La zone Buyenzi de la commune Mukaza est l'une des zones de la capitale économique du Burundi qui excelle en matière d'insalubrité. L'on trouve des ordures un peu partout, aussi bien sur la route principale goudronnée que sur les avenues à l'intérieur de la dite zone dans les quartiers. Les caniveaux sont bouchés, on y jette non seulement des ordures, mais aussi des excréments humains. Le point avec Emmanuel Nyongeko. De part et d'autre de la route goudronnée qui longe la zone de Buyenzi, en commune de Mukaza de la mairie de Bujumbura, l'on y trouve de petits tas d'ordures tout le long de cette route. Ces tas sont composés de déchets de différentes sortes, des cartons, des sachets, des bouteilles en plastique, des feuilles de maïs, d'oranges et autres. Même le milieu de la route n'est pas épargné. On y trouve surtout des bouteilles en plastique ayant été déformées par des véhicules qui passent dessus. À l'intérieur de la zone et dans les quartiers, les avenues ont été transformées en véritables
dépotoir. On y jette tout. Cette zone ne connaît même pas de poubelles publiques et les déchets qui ne sont pas jetés en pleine rue sont jetés dans les caniveaux qui longent les avenues. Dans ces caniveaux, on y déverse des eaux usées en provenance des douches dans les ménages, des eaux ayant été servies à la lessive, des déchets provenant des vidanges, des pots de petits enfants. Toutes ces ordures biodégradables et non biodégradables pourrissent dans ces caniveaux et créent un mélange qui dégage une odeur nauséabonde. Des moustiques en profitent pour leur croissance. Les habitants vivant sur certaines avenues s'efforcent parfois d'effectuer le tirage de ces caniveaux. Malheureusement, tous les déchets qu'ils y ramassent sont déposés au bord de ces canalisations et y restent un peu longtemps. Ils finissent par être entraînés de nouveau dans les mêmes caniveaux. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Après une petite transition, sera le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le monde a célébré ce vendredi 28 juillet la journée contre l'hépatite. Le magazine d'aujourd'hui se focalise sur l'état délié de ce virus au Burundi et l'importance de se protéger contre cette maladie. Au cœur de la société vous est présenté par Bonfils Nyongé. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Plus de 5% de la population burundaise sont atteints de l'hépatite B et près de 10% souffrent de l'hépatite C. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique, cette maladie qui cause des dommages au foie provoque des cancers et tue plus d'1 million de personnes chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Comment donc reconnaître les hépatites? Quelles sont les différentes méthodes de prévention et de traitement? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 29 juillet 2023. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongere. Bienvenue. Dans un communiqué sorti par le ministère de la Santé publique, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'hépatite, le ministère a indiqué qu'au Burundi, selon les études parcellaires faites, ont montré que la seule prévalence de l'hépatite B serait entre 5 et 10%, alors que l'hépatite C approche 10% et augmente avec l'âge. En Afrique, les chiffres de l'OMS montrent que plus de 91 millions vivent avec l'hépatite et le continent enregistre chaque année 125 000 décès liés à cette maladie. Pour bien comprendre cette maladie, sa transmission et les différentes méthodes de prévention et de traitement, la synergie des médias Radio Inzamba Gatekakawe, la radio publique africaine RPA Idouya Wanyagihugu, la télévision Renaissance a approché Dr Jean-Désiré Manirakiza. Que peut-on entendre des hépatites virales? Les hépatites virales sont normalement des infections du foie, donc on ne les reconnaîtra qu'au stade plus ou moins avancé. Et la transmission dépend du type du virus. Et il y a le virus du type A qui se transmet par voie orale et fécale. Et le virus du type B se transmet par le sang, par voie sexuelle et tout contact avec les liquides biologiques provenant des sujets infectés. Et le virus C se transmet essentiellement par le sang. Donc des injections ou une transfusion. Et les gens les plus exposés pour le virus A, ce sont des enfants. Et heureusement, le vaccin existe depuis longtemps. Et le virus de type B, les gens les plus exposés, ce sont les personnels de santé et ceux qui font des tatouages, des piercings ou d'autres activités similaires. Et le virus du type C, comme il se transmet par voie sanguine, les gens les plus exposés, ce sont des gens qui pratiquent des injections de drogue, des tatouages et des piercings. Concernant la prévention et le traitement, pour le virus de type A, il y a un vaccin qui est utilisé depuis longtemps, mais aussi il faut ajouter les mesures d'hygiène. Pour le virus de type B, il y a aussi un vaccin. Ceux qui n'ont pas eu le vaccin, il y a aussi un traitement palliatif disponible qui est aussi très efficace quand on commence précocement. Mais aussi, il faut se prévenir contre la transmission en adoptant un comportement sexuel responsable pour éviter la transmission sexuelle, éviter de se partager les objets tranchants pour éviter la transmission par voie sanguine. Pour le virus de type C, il n'y a pas de vaccin disponible jusqu'à aujourd'hui, mais il y a un traitement efficace, bien que c'est cher. Dans certains pays, c'est subventionné par les gouvernements et les patients en bénéficient gratuitement.
Selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé publique, 60% de la population burundaise ont déjà souffert de l'hépatite B qui cause 90 000 décès par an au monde et 600 000 personnes meurent de l'hépatite C chaque année. Pourtant, ces maladies ont un vaccin efficace comme vous venez de l'entendre et selon l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle, les tendances actuelles de l'infection se poursuivent. L'hépatite risque de tuer plus de personnes que le paludisme, la tuberculose et le VIH réunis d'ici 2040. Et voilà, c'est par ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Bonfils Nyongere. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi prend fait cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimaguide. Bon week-end à tous.